Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle de la thyroïde. Cette thyroïde, ce petit papillon qui nous en fait voir de toutes les couleurs parfois. Alors, les dérèglements sont monnaie courante, ce qui est probablement dû au changement de mode de vie, au stress, à la sédentarité, à l'inflammation, à la pollution et parfois une alimentation aussi mal adaptée. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler des fonctions physiologiques de la thyroïde? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. La thyroïde, comme c'est bien connu, c'est un régulateur du métabolisme. C'est une Mhm. sorte d'accélérateur du métabolisme. Donc, accélérateur du métabolisme fait que c'est lié au système nerveux sympathique. Donc, ça fonctionne de pair avec le système nerveux sympathique. C'est pour ça qu'on trouve que les taux de catécholamine, par exemple, qui sont des neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, sont liés, étroitement liés à ceux des hormones thyroïdiennes. Mais ça régule en réalité, puisque c'est en rapport avec le système nerveux sympathique, ça régule en réalité tout un ensemble de fonctions physiologiques, et je dirais même la plupart des fonctions physiologiques de l'organisme dans leur entièreté sont influencées par les hormones thyroïdiennes. Donc, on peut par exemple citer le métabolisme énergétique, par exemple, donc l'utilisation des glucides, lipides et protéines comme étant des substrats énergétiques. Donc, plus on a d'hormones thyroïdiennes et plus on a de signalisation de ces hormones thyroïdiennes au niveau Mhm. cellulaire, plus on va produire de l'énergie, de l'ATP. Bien sûr, sous condition que les autres fonctions, toute la voie métabolique de la production d'énergie fonctionne aussi. Mais Mhm. l'une des fonctions, en tout cas principales des hormones thyroïdiennes, c'est d'induire ces voies qui permettent de produire de l'énergie, de l'ATP, sous ces différentes formes. Il y a aussi le métabolisme protéique. Donc là, on ne parle pas du métabolisme énergétique à partir des protéines, mais plutôt le métabolisme protéique dans son entièreté. Donc la production des différentes protéines après codage à partir de l'ADN, donc production d'enzymes, d'hormones, de diverses protéines, de récepteurs, de transporteurs, etc. Donc toutes les molécules en réalité qui permettent le fonctionnement du métabolisme en général. La production aussi de neurotransmetteurs, on avait parlé donc des catécholamines, donc Mhm. l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, qui agissent comme neurotransmetteurs dans les synapses du système nerveux sympathique. Donc ça aussi, c'est régulé entièrement régulé par la glande thyroïde, par les hormones thyroïdiennes. Le cortisol, par exemple, enfin, il y a plein de choses qui sont régulées, plein d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont aussi régulés par les hormones thyroïdiennes. D'un point de vue aussi métabolique et plus basique, les hormones thyroïdiennes permettent d'accélérer le cycle cellulaire, c'est-à-dire la production de nouvelles cellules, la division cellulaire, la régénération cellulaire en général et la régénération tissulaire dans ce cas. D'autres fonctions aussi comme l'immunité, la fertilité, la digestion aussi, surtout le transit intestinal par exemple, le fonctionnement du foie, notamment la régulation des taux de glucose, la régulation des taux de cholestérol, de triglycérides. Et en parlant de glucose aussi, donc l'amélioration de la sensibilité à l'insuline également, puisque, Mhm. comme on avait dit auparavant, donc les hormones thyroïdiennes permettent d'augmenter le métabolisme énergétique. Et donc, en augmentant le métabolisme énergétique, on fait forcément rentrer plus de glucose au niveau de la cellule. Donc, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Ça régule aussi, comme on a dit, donc l'activité du pancréas, donc la Mhm. production des hormones, notamment l'insuline, mais aussi également la fonction exocrine du pancréas, c'est-à-dire la production de sucre pancréatique. Donc pour la digestion, ça, on en avait parlé. Donc le poids également, ça c'est bien connu chez les patients, par exemple, qui ont des hypothyroïdies. C'est bien connu qu'ils ont tendance à prendre du poids. Mhm. Donc là, ça régule en fait pas le poids en tant que tel, pas la quantité de gras en tant que tel accumulé, mais aussi
en réalité l'équilibre entre le tissu adipeux et le tissu musculaire. Donc, chez quelqu'un qui a atteint d'hypothyroïdie, on a une augmentation de la quantité de graisse stockée et également une diminution de la quantité de protéines stockées dans le muscle. Donc, une sorte d'amyotrophie qui ne se voit pas directement, mais qui, sur le long terme, est très bien observable. Et aussi, en parlant des muscles, parce qu'ici, on parle donc de la locomotion, d'appareil locomoteur. Donc, il y a aussi donc la fixation des minéraux et spécialement du calcium au niveau du tissu osseux et donc le renforcement des os également. Donc, chez ces mêmes patients donc hypothyroïdiens, on remarque aussi une déminéralisation osseuse qui peut conduire ensuite à une ostéoporose. Également d'autres fonctions très basiques comme le rythme cardiaque, par exemple, comme la respiration, les échanges gazeux, donc respiratoires, etc. Donc tout ça est régulé par la thyroïde. Donc autant dire que la thyroïde régule tout le métabolisme en réalité. C'est pour ça qu'on dit que la thyroïde est l'accélérateur du métabolisme. Plus on a d'hormones thyroïdiennes, plus les fonctions métaboliques qui sont en fait les mêmes fonctions métaboliques qui sont régulées par le système sympathique vont être accélérées dans l'hypothèse où la signalisation de ces hormones thyroïdiennes se fait correctement au niveau des cellules, puisque on sait que l'hormone thyroïdienne bioactive, c'est la T3. Donc, cette T3, elle a un récepteur en réalité. Ce récepteur qu'on trouve dans toutes les cellules, absolument toutes les cellules contiennent donc le récepteur à la T3. Et donc, ce récepteur, en fait, doit former un complexe avec son ligand qui est la T3 pour induire donc les adaptations métaboliques qui permettent d'obtenir tous les effets que je viens de détailler maintenant. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la voie métabolique de la production des hormones? Oui. Pour la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes, en fait, si on voudrait se focaliser strictement sur la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes, on pourrait décrire uniquement ce qui se passe au niveau de la thyroïde pour la production de la T4 et T3. Ouais. Sauf qu'en réalité, la voie commence beaucoup plus haut et beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard. Et donc là, je pense à la production de la TSH notamment. Donc ça commence. Donc la production des hormones thyroïdiennes est régulée par la TSH, produite par la partie antérieure de l'hypophyse et sous l'influence des hormones de l'hypothalamus. Et donc finit là où j'avais expliqué juste avant, c'est-à-dire dans la fixation de la T3 sur son récepteur au niveau des cellules cibles. Et donc, c'est ça, en réalité, la totalité de la voie. Parce que si on se focalise uniquement sur la production stricto sensu de la T4, T3 au niveau de la thyroïde, on n'a pas toute la configuration. Et ça pourrait poser des problématiques ensuite dans le traitement, dans la prise en charge. On pourrait très bien avoir des taux normaux de T4, T3 et avoir des symptômes d'hypothyroïdie, tout simplement parce que la T3 ne fonctionne pas au niveau des cellules, parce qu'il y a un problème au niveau des récepteurs, par exemple. Vous voyez. Donc, la voie commence au niveau de la production de la TSH par l'hypophyse. Ensuite, on arrive au niveau de la thyroïde. Donc, la TSH a des récepteurs au niveau de la thyroïde. Et donc, c'est ce qui produit donc une signalisation qui va induire la production des hormones thyroïdiennes. La première étape, c'est l'organification de l'iode. On appelle ça l'organification de l'iode, qui est catalysée par une enzyme très connue qu'on appelle la TPO, la thyroïde peroxydase. L'organification de l'iode, c'est tout simplement le fait de fixer de l'iode sur des résidus de tyrosine contenus dans des protéines qu'on appelle les thyroglobulines. Donc, les thyroglobulines sont de grosses protéines qui ont des résidus de tyrosine, donc, sur lesquels sont fixés de la tyrosine, des molécules de tyrosine. Et ce sont ces molécules de tyrosine qui vont être iodées.
On appelle l'iodotyrosine. Donc, on appelle ça l'organification de l'iode et c'est fait par une enzyme qu'on appelle la thyroïde peroxydase. Et cette organification se fait en fait sur un mécanisme qui ressemble beaucoup à celui du stress oxydatif. Du stress oxydatif, on parle des espèces réactives d'oxygène. Là, on parle des espèces réactives de l'iode. Donc, c'est exactement le même mécanisme qui fait qu'on va, par exemple, je sais pas, détruire une protéine par des espèces réactives d'oxygène, et ben c'est exactement la même chose qui arrive ici. Le fait de fixer de l'iode sur les thyroglobulines, donc sur les résidus de thyroïde contenus dans les thyroglobulines, c'est exactement la même chose par des espèces réactives de l'iode. Donc, une fois que c'est fait, fixation d'une molécule d'iode, ça donne une mono-iodotyrosine. Fixation de 2 molécules d'iode, ça donne la T2, ensuite la T3, ensuite la T4. Et donc là, les hormones dont on a réellement besoin, concrètement, ce n'est pas la T1 ou T2, c'est la T3 et T4. Bien que la T3 soit l'hormone principale, on va dire, bioactive, c'est la T3 uniquement qui donne les effets biologiques et les effets physiologiques que j'avais expliqués juste avant. C'est la T3 qui va induire cette signalisation au niveau des cellules pour produire ces effets, ces fonctions physiologiques. Mais la T4 constitue en réalité une sorte de réserve pour la T3. Donc la T4 n'agit pas directement, elle ne fait que se convertir en T3 en cas de besoin. C'est pour ça que dans la thyroïde, on produit 90% de T4 et 10% de T3. Donc, les 10% de T3, en réalité, c'est une quantité de T3 qui permet le fonctionnement global du métabolisme. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de choses, parce que l'activité physique ou l'activité mentale ou l'activité émotionnelle, etc., nécessite plus de T3. La digestion nécessite plus de T3. En cas d'inflammation, ça nécessite plus de T3 et ainsi de suite. Donc, toutes les fonctions que j'avais citées auparavant nécessitent plus de T3. Donc, plus on a de ces fonctions, en intensité et en diversité, plus on aura besoin de T3. Ce qui arrive, c'est que les 10% de T3 qui sont produits dans la thyroïde ne suffisent pas et qu'il faudrait convertir à ce moment-là la T4 en T3, la partie de T4 nécessaire pour obtenir la quantité de T3 nécessaire pour fonctionner. Et donc, ça arrive ici au niveau du foie. Donc là, on n'est plus dans la thyroïde, on passe au niveau du foie, on a une désiodinase, une enzyme qui va enlever une molécule d'iode de la T4 pour qu'elle devienne une T3. Et donc, cette conversion-là, au niveau du foie, elle est très variable, comme j'ai dit, en fonction des besoins en T3. Et donc, cette désiodinase, elle doit faire partie de la voie métabolique de production des hormones thyroïdiennes, en fait. Ça se produit au niveau de la thyroïde, mais en même temps, la quantité nécessaire de T3 est obtenue grâce à cette désiodination au niveau du foie. Et ensuite, donc, la quantité de T3, bien sûr, on va avoir une T3, une petite partie de la T3 qui va être éliminée au niveau du foie, que ce soit de la T3 bioactive ou de la reverse T3, ou en tout cas, certaines fois, on produit des T3 non fonctionnels. Et parfois aussi une certaine quantité de T3 aussi bioactive sera éliminée aussi parce que, jugé par le métabolisme que c'est en excès, etc. Donc, on élimine cette quantité-là. Une autre quantité va servir donc à la signalisation cellulaire pour le fonctionnement du métabolisme et une autre quantité va servir de rétrocontrôle. C'est-à-dire que les récepteurs de la T3 et également de T4, on va les retrouver dans toutes les cellules, mais aussi également dans l'hypothalamus et dans l'hypophyse. Et ils servent à quoi ici? Ils servent d'inhibiteurs, en fait. C'est pour dire, OK, on a maintenant suffisamment de T4, T3, il faudrait ralentir la production de TSH pour ralentir la production des hormones thyroïdiennes. Et une fois que ça diminue,
ok. Ces récepteurs sont moins phosphorylés. Donc, les récepteurs au niveau de T4, T3, au niveau de l'hypothalamus et hypophyse, une fois qu'ils sont moins phosphorylés, hop, la production de TSH se déclenche et on produit encore plus d'hormones thyroïdiennes. Et donc, dans la signalisation cellulaire de la T3 au niveau de toutes les cellules cibles, donc on a, comme j'ai dit, un récepteur à la T3 sur lequel va se fixer la T3, donc produire une cascade de phosphorylation. On a un autre récepteur aussi au niveau nucléaire, c'est un récepteur à la T3 qui est nucléaire, qui va ensuite reconduire ce signal biologique jusqu'à l'ADN pour pouvoir stimuler tout un tas de gènes qui vont réguler toutes les fonctions physiologiques qu'on avait citées au tout début. Donc ça, c'est, on va dire, un petit résumé de ce qui se passe globalement dans la voie métabolique de la T3, si on veut dire, ou des hormones thyroïdiennes. Donc, pour résumer, donc, on a la voie de production strictement qu'on trouve au niveau de la thyroïde, mais en réalité, il faudrait prendre avant et après cette production de thyroïde, d'hormones thyroïdiennes. Ouais. Alors, on parlait d'hypothyroïdie tout à l'heure. On trouve quand même, pour corriger une hypothyroïdie, on trouve quand même pas mal d'informations et beaucoup de composants qui sont intéressants. Toi, tu as participé un peu plus spécifiquement à une formulation qu'on a fait chez Nutrilogix, enfin, dans le laboratoire NRD, qui s'appelle Thyroid Complete. Là-dedans, vous y avez mis de la tyrosine, de la gugule, de l'ashwagandha, du camphérol et d'autres micronutriments. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le lien déjà qu'il peut y avoir entre la thyroïde et la tyrosine? Oui, la tyrosine, c'est vraiment l'élément fondamental Mhm. dans la production des hormones thyroïdiennes. Elle intervient notamment, c'est une sorte en fait de transporteur de l'iode, de porteur de l'iode. Alors, toute la quantité d'iode n'est pas portée par la tyrosine, bien entendu. Mais quand on dose, par exemple, l'iodotyrosine dans le sang ou dans les urines, on trouve une certaine quantité. Donc, la thyroïde en tant que telle et la tyrosine, pardon, en tant que telle est un porteur de l'iode. Et c'est l'une des formes organiques naturelles qu'on trouve dans Mhm. l'organisme de l'iode. On sait très bien la différence entre l'iode inorganique et organique. Donc, on avait déjà fait une vidéo Oui, là-dessus, tout à fait. mais on Ouais. sait que l'iode, les formes inorganiques de l'iode ont en général beaucoup de mal à gagner la thyroïde. Il faudrait que ça soit associé avec une molécule organique, en Mhm. fait, comme ici, par exemple, la tyrosine. Donc, porteur de l'iode, donc la fameuse iodotyrosine. Également, ça compose les protéines qui sont des précurseurs des hormones thyroïdiennes, les thyroglobulines, comme leur nom l'indique. Quand on dit ici thyro, ça veut dire thyroïde, mais ça veut dire aussi tyrosine. Mhm. Donc, autre chose aussi, la tyrosine est un précurseur aussi des enzymes qui permettent la production des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est un composant des protéines qui permettent de produire les hormones thyroïdiennes, mais cette production passe à travers des enzymes, notamment ce que j'avais cité tout à l'heure, la TPO, la tyrosine, la thyroïde peroxydase. Mhm. Donc, la tyrosine est un précurseur de cette enzyme-là. Également, donc, la tyrosine va servir également à stimuler la production d'hormones thyroïdiennes à travers la TSH. La TSH aussi, en tant que telle, contient de la tyrosine, et également à travers les catécholamines. Et les catécholamines, qui sont les neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, permettent de stimuler également la production de TSH et la production d'hormones thyroïdiennes. Donc, la tyrosine, c'est vraiment on va dire, la molécule phare pour la production des hormones thyroïdiennes. Alors, le deuxième ingrédient qu'on y retrouve dans cette fameuse recette, c'est l'amire des Indes, qui est plus connu sous le nom de gugule. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et quelle est son importance dans ce complément?
Oui, on connaît bien l'ashwagandha Mhm. par rapport à son action sur l'hypothyroïdie et tout ça. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. Mais on connaît beaucoup moins la gugule. Et Mhm. donc la gugule a des effets qui sont comparables à l'ashwagandha, bien que ça passe par d'autres voies métaboliques. Donc la gugule, notamment, stimule la TPO, la thyroïde peroxydase, donc l'enzyme qui initie la première étape de production des hormones thyroïdiennes, notamment l'organification de l'iode. Donc ça Mhm. stimule, ça contient des alcaloïdes et des polyphénols qui permettent de stimuler la production des hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, ce qu'on a observé, ce sont des études chez l'animal, chez la souris, mais bon, c'est les mêmes mécanismes en réalité. On a observé donc une augmentation de la TPO, Mhm. et puis également, on a observé une augmentation de la quantité de catalase et de superoxydismutase et de glutathion peroxydase dans les cellules thyroïdiennes. Dans les cellules thyroïdiennes. Tout à l'heure, pourquoi j'avais fait allusion à cette, on va dire, ce parallèle entre le stress oxydatif et l'organification de l'iode, parce qu'en fait, c'est une forme en réalité de stress oxydatif. Le fait de Mhm. produire des hormones thyroïdiennes, c'est une forme de stress oxydatif, bien que ce n'est pas du stress oxydatif en tant que tel, c'est du stress médié par l'iode, par les espèces réactives d'iode. Et donc, ce mécanisme-là, en réalité, il produit beaucoup de problématiques. C'est exactement Mhm. comme, par exemple, la détoxification hépatique. On pense très souvent que bon, avoir une détoxification hépatique qui fonctionne indépendamment de l'équilibre entre phase 1 et phase 2 serait bien. Mais si on a une phase 1 qui est très rapide, la phase 1 produit beaucoup de stress oxydatif et ça détruit Mhm. les cellules hépatiques, les hépatocytes. Et ben, c'est exactement la même chose ici. Si on a une suractivité de la thyroïde, ben, c'est ce qu'on observe très souvent. On observe des problématiques d'inflammation, donc des thyroïdites. Et puis, très probablement, sur le long terme, si on a la génétique qui va avec, c'est-à-dire une mauvaise génétique, on pourrait avoir des carcinomes, par exemple, des cancers Mhm. de thyroïde. Donc, euh, en fait, la production d'hormones thyroïdiennes est, est équivalente en réalité à une agression de la thyroïde en tant que telle. Alors, maintenant, la thyroïde en tant que telle, les cellules de la thyroïde ont une certaine résistance à ce processus-là, mais il est très important d'avoir surtout suffisamment d'enzymes qui protègent la thyroïde et aussi des composants, des micronutriments et tout ça qui protègent la thyroïde contre cette activité et cette activation. Surtout chez les patients qui ont déjà, comme j'ai dit, cette détermination génétique qui permet d'avoir sur plus ou moins le long terme des problématiques de ce genre, donc inflammation, carcinome et tout ça. Mhm. Ok, donc la gugule contient donc des composants qui permettent d'avoir cette protection contre l'inflammation, contre le stress oxydatif, contre même les espèces réactives d'iode. Donc ça, c'est très important, très très important d'avoir. On a ça avec la gugule et on a également ça avec l'ashwagandha. C'est pour ça Mhm. que on a des études un peu contradictoires par rapport à l'ashwagandha. On dit, bon, l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène parce que, bon, on peut donner en cas d'hypothyroïdie, on peut donner aussi en cas d'hyperthyroïdie, en cas de thyroïdite aussi. Alors, ce qui est vrai, c'est que en cas de thyroïdite et d'hypothyroïdie, c'est vrai. Ça permet d'avoir des effets d'amélioration très intéressants et ça s'explique bien par les différentes voies métaboliques. Par contre, pour l'hyperthyroïdie, on n'a pas forcément une diminution de la production des hormones thyroïdiennes, mais on a un effet protecteur parce que, comme j'ai dit, quand on produit plus d'hormones thyroïdiennes, plus qu'il le faut, quand on a une suractivation de la thyroïde,
cette suractivation va détruire la thyroïde à la longue. Et donc là, dans ce type de plante, là, comme la gugule, comme la ashwagandha, on obtient en réalité des résultats qui permettent d'améliorer la fonction de la thyroïde. Donc, en général, à la hausse, c'est-à-dire en cas d'hypothyroïdie, mais aussi en même temps des effets protecteurs contre, si on a une thyroïdite ou une hyperthyroïdie, ça permet de protéger contre les effets délétères d'une suractivation de la thyroïde. Donc ça, c'est très cohérent en fait, puisque si on donne quelque chose qui augmente la production d'hormones thyroïdiennes, donc gugule ou ashwagandha, eh bien, en augmentant la production d'hormones thyroïdiennes, on augmente aussi, comme j'ai dit, donc le stress métabolique dirigé contre la thyroïde. Et donc, c'est bien aussi en même temps d'avoir dans ces plantes-là des molécules qui protègent. Donc, voilà. Donc, pour résumer, gugule, ashwagandha, c'est protection de la thyroïde, et en même temps, activation ou stimulation de la production des hormones thyroïdiennes par ces plantes-là. Alors justement, tu nous parles de protection. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le camphérol qu'on trouve dedans? Le camphérol, c'est exactement cette fonction qui est voulue donc, par le camphérol. C'est pour ça qu'on a mis du camphérol dans ce produit. On a différentes études sur l'effet du camphérol, l'effet protecteur contre le cancer, contre l'inflammation. Le camphérol, c'est un polyphénol. C'est un polyphénol qui a été testé, largement testé sur la thyroïde. Bien sûr, on a très peu d'études chez l'humain là-dessus, mais bon, c'est une molécule qui a largement été testée in vitro et in vivo chez l'animal. Et donc, on observe en fait des effets antioxydants majeurs, très importants, et ça complète l'effet en fait de la gugule et de l'ashwagandha. Ça complète très largement l'effet de ces plantes, puisque là, on a un polyphénol, et les polyphénols sont bien connus pour leur effet antioxydant, anti-inflammatoire, anticancéreux, antimicrobien aussi, détoxifiant. Donc, c'est un effet pléiotrope qui va compléter les effets qu'on obtient avec la gugule et l'ashwagandha. Et en plus, c'est un mot qui est intéressant aussi au niveau du Scrabble, que j'oublie parfois. Et dernière chose, on sait qu'il y a, enfin, vous y avez mis de l'iode, du zinc, de la B12 et du manganèse. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces différents micronutriments qui ont été rajoutés dedans? Oui, mis à part l'iode, qui est en fait un composant des hormones thyroïdiennes, quand on dit T4, T3, vous avez compris que c'est 3 molécules d'iode pour la T3 et 4 molécules d'iode pour la T4. Donc, mis à part l'iode qui fait partie intégrante, qui compose les hormones thyroïdiennes, donc là, on comprend tout de suite son effet. En plus, on a fait une vidéo complète là-dessus. Le reste, en fait, ce sont des cofacteurs dans la voie métabolique que j'avais citée auparavant, que j'avais expliqué sur la production des hormones thyroïdiennes. Donc, des cofacteurs à partir de la TSH jusqu'à la liaison au récepteur, la liaison de la T3 au récepteur. Alors, on n'a pas ici tous les cofacteurs, hein, et en plus, ça ne sert à rien d'aller mettre tous les cofacteurs parce que déjà, techniquement, ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable dans un seul et même produit. Et même si ça serait faisable, ça aurait été dénué de sens, puisqu'en fait, on a des quantités pour chaque composant qui sont des quantités nécessaires, des quantités qui ont un effet clinique, c'est-à-dire cliniquement vérifiable. Et là, ce n'est pas possible de mettre tout ça dans un seul et même produit. Et en plus, bon, il y a certains composants, je pense qu'on pourrait en parler après, certains composants dont il serait nécessaire de les prendre indépendamment en fait de certains autres composants parce qu'il y a des interactions, parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes composants au même moment, pendant les repas, en dehors des repas, tout ça, le matin, le soir. Donc, il y a certaines contradictions si on met tous les composants ensemble.
Mais ici, ce qu'on a, ce sont on va dire, des composants qu'on pourrait rajouter à certaines quantités, bien sûr. C'est pour ça que les quantités sont bien mesurées dans ce produit-là, pour ces composants, qu'on pourrait rajouter sans pour autant influencer le taux de ces composants de façon très importante. On parlait tout à l'heure en off, tu me disais sélénium, on en trouve aussi dans d'autres produits. Oui, mais la quantité de sélénium qu'on a ici, c'est une quantité de cofacteurs en fait. Ce n'est pas pour supplémenter, pour avoir suffisamment de sélénium. C'est quantité de cofacteurs qui va permettre d'agir de façon synergique avec le reste. Donc, zinc, par exemple, ça intervient, c'est un cofacteur de la TPO, la thyroïde peroxydase. On le retrouve aussi dans la production de TSH, le zinc. Également, le sélénium, c'est un cofacteur de la désiodinase qui produit ou qui fait la conversion de la T4 en T3. Le manganèse également. Okay. La B12 intervient ou agit de façon indirecte sur la production des hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde. Indirectement parce que, tout simplement, le taux de thyroglobuline est lié au taux de B12. En général, quand on a un déficit en thyroglobuline, c'est qu'on a aussi un déficit en B12. Un déficit pas forcément au niveau du stock de B12, mais ça pourrait être aussi au niveau métabolique, ça pourrait être dû à une mauvaise absorption, ça pourrait être dû à plein de choses. Donc ça, ce sont certains cofacteurs intéressants et qu'on pourrait combiner avec le reste. Donc les plantes, la gugule, ashwagandha, camphérol, tyrosine, tout ça, donc ça se combine très bien. Et en plus, par rapport à l'iode, ce qui est mis ici, c'est pas l'iode inorganique, donc iodure de potassium ou autre, c'est plutôt le fucus. Donc c'est l'algue qui contient le plus d'iode et c'est de l'iode organique, donc c'est de l'iode qui est extrêmement intéressant pour la production des hormones thyroïdiennes. Okay, dernière chose, tu nous en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a justement des combinaisons qui seraient intéressantes, hein? Tu nous parlais du magnésium ou d'autres choses qu'on pourrait adjoindre à ça. Je t'écoute là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, oui? Alors, j'avais parlé de certains autres composants qu'on ne pourrait pas mettre avec ces composants-là. Donc, on a par exemple le magnésium. Alors, le magnésium, on en a besoin à une certaine quantité. Et donc, si on voudrait avoir du magnésium de bonne qualité, hein, pas les magnésiums qui servent à rien, là, oxyde de magnésium par exemple, ou ces trucs-là enfin, il ne s'agit pas juste de l'absorption ici ou de la biodisponibilité, parce que une fois que c'est absorbé, ces formes inorganiques de magnésium, une fois que c'est absorbé, c'est aussi très rapidement éliminé. C'est aussi rapidement éliminé par les reins. Le rein est un organe extrêmement spécialisé dans l'élimination de tout ce qui est électrolyte. Et donc, il suffit juste de perturber très légèrement le taux de magnésium au niveau sanguin. Je parle le taux électrolytique, donc magnésium ionique au niveau sanguin. Et hop, le rein va éliminer une bonne partie. Et donc, c'est du magnésium sous une forme organique qu'on a mis ici. Et donc, le fait qu'on utilise dans les autres produits, donc sur la bisphénate ou malate de magnésium ou citrate aussi, etc. Donc, ce magnésium-là nécessite une certaine quantité, en fait, par rapport à la thyroïde et par rapport au reste, mais ça nécessite une certaine quantité qu'on ne peut pas mettre dans un seul et même produit avec le reste. Donc, l'une des combinaisons les plus intéressantes, c'est le magnésium. Le magnésium est le principal cofacteur dans la production de TSH. Il y a la vitamine D aussi. La vitamine D également. Bon, c'est une vitamine liposoluble. Donc, ça diffère un peu
certains autres composants dont on avait parlé. La vitamine D est un cofacteur aussi dans la conversion de la T4 en T3. Donc, à côté du manganèse, à côté du sélénium notamment. On peut avoir aussi les oméga 3 et la vitamine A pour la signalisation cellulaire. Dans l'une des voies, parce qu'on a deux voies de signalisation cellulaire des hormones thyroïdiennes, on a la voie génomique et la voie non génomique. Et dans la voie génomique, on a notamment l'intervention de l'acide rétinoïque, qui est en fait un métabolite de la vitamine A, métabolite du rétinol. La vitamine A, en fait, bioactive, c'est le rétinol. Et le rétinol se convertit ensuite, c'est quand il est, on va dire, catabolisé, et il se convertit entre autres en acide rétinoïque. Et cet acide rétinoïque est nécessaire dans cette signalisation cellulaire et intracellulaire, et même nucléaire de la T3 et son récepteur. Et les oméga 3, en fait, c'est bien connu, c'est pas uniquement par rapport aux récepteurs de la T3, c'est aussi par rapport à tous les autres récepteurs. C'est bien connu que ce sont des molécules aussi qui permettent de protéger les récepteurs contre l'inflammation. Parce que les récepteurs, en général, ce qui va faire qu'ils soient en nombre restreint ou qu'ils soient détruits, c'est l'inflammation et le stress métabolique en général. Donc, la vitamine A cette fonction aussi, mais principalement cette signalisation à travers la voie génomique, donc à travers l'acide rétinoïque. Donc, les oméga 3 aussi permettent une meilleure signalisation, d'améliorer la signalisation des récepteurs au niveau des cellules. Donc, ça protège en réalité les cellules. Donc, on peut globalement, pour simplifier, il y a d'autres composants, sans maintenant donner une liste exhaustive, mais on a donc le magnésium, la vitamine D, les oméga 3 et la vitamine A qui pourraient être combinés en fonction des carences ou pas. Si on a des carences en vitamine D, magnésium, vitamine A, il faudrait bien supplémenter en ces vitamines A et il faudrait tenir en compte qu'ils sont directement en rapport avec le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. La vitamine D, par exemple, pourrait produire une baisse de la T3 et malgré que la T4 est normale, la T3 pourrait être basse. Ça indique, donc c'est le fameux ratio T4-T3, ça indique que on aurait à ce moment-là un problème dans la conversion de la T4 en T3. La vitamine A et les oméga 3 notamment, lorsqu'ils sont déficitaires, en fait, ça n'induit pas forcément une baisse des hormones thyroïdiennes au niveau des marqueurs, mais ça donne aussi les signes cliniques d'une hypothyroïdie. C'est-à-dire, en gros, chez un patient qui a les signes cliniques d'une hypothyroïdie, mais en même temps une biologie normale, un bilan thyroïdien normal, là, ça indique qu'il se passe quelque chose au niveau des récepteurs à la T3. Donc, oméga 3, vitamine A. Et puis, le magnésium, il influence les taux de TSH et par conséquent, donc, tous les autres marqueurs thyroïdiens également. Donc, ça, ce sont les combinaisons, selon moi, les plus intéressantes. Ok, eh bien, merci pour toutes ces explications. Alors, je vous rappelle à tous et à toutes que le complément Thyroid Complete se retrouve chez Nutrilogix. Et je vous invite évidemment, si vous souhaitez, aller voir sur le site internet nutri-logix.com. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Amine, merci et je te dis à la prochaine pour l'enregistrement. Merci, à la prochaine. Salut, merci. Salut.